Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. C'était hier, le 18 mai, donc la date conventionnelle pour la célébration de la naissance du drapeau haïtien. Bon. Mais déjà, j'ai un problème avec le verbe célébrer. Pendant la fin de semaine, comme à chaque année d'ailleurs depuis un certain temps, on m'a invité à des célébrations. Et finalement, j'ai hésité parce que je ne sais pas si on doit fêter le drapeau vu l'état du pays. On devrait commémorer, bien sûr. Et pour moi, ce n'est pas un jeu de mots. Célébrer évoque l'idée de fête. Célébrer évoque l'idée de joie. Tandis que commémorer charrie plutôt l'idée de mémoire. On fait mémoire. On fait acte de mémoire. Dimanche dernier, vous vous souvenez, j'ai brossé l'historique de nos drapeaux. Parce qu'il y a eu, comme on l'a vu dimanche dernier, plusieurs fanions, plusieurs drapeaux, jusqu'au drapeau dessaligné avec toute sa symbolique sociologique, avec toute sa symbolique politique, avec toute sa symbolique idéologique, avec toute sa symbolique mystique, on l'a vu. La mystique n'est jamais bien loin de la politique. Et ce n'est pas vrai seulement des pays africains ou des pays afro-descendants, c'est aussi vrai des pays européens ou des pays asiatiques. Pour quelle raison? Parce que on garde la conviction que le pouvoir est divin
et que le pouvoir est un haut lieu de mystique, que le pouvoir est un haut lieu de spiritualité. On dirait qu'un athée peut parvenir au pouvoir, je veux bien. Mais il n'y a pas de politique sans une certaine mystique, sans une certaine spiritualité. Mais ça, c'est autre chose. Mais restons-en à l'idée du 18 mai. C'était donc hier. Et je vous dis que je ne crois pas qu'on doive célébrer, du moins pas cette année. Ce serait faire preuve de myopie ou faire preuve d'aveuglement, ma foi, intellectuel, que de dire on va célébrer. D'abord, on est indigne de l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Nous l'avons dilapidé, nous l'avons vilipendé, nous l'avons traîné dans la boue, ce legs. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Bien sûr. Donc, je recommande qu'on fasse mémoire, qu'on prenne acte de ce que nos ancêtres ont fait en ce 18 mai 1803. Et si vous permettez, on va revenir à ce qu'ils ont fait. Car au-delà de joindre deux couleurs, au-delà de joindre deux morceaux de tissu, ils ont fait quelque chose que nous avons oublié. D'où nos petitesses, d'où nos mesquineries, mais d'où nos laideurs aujourd'hui. Donc on va voir d'une part ce qu'ils ont fait, on va faire acte de mémoire de cela, et ce qu'ils ont fait leur a permis de créer justement un État, de créer un pays. Et dès lors qu'ils ont oublié ce qui leur a permis de réaliser ce pays, eh bien, ils ont commencé à dégringoler. Et nous avons continué à dégringoler pour nous retrouver là où nous sommes aujourd'hui. La risée de tout le monde. Donc non, je refuse l'idée de célébrer cette année le drapeau. Je préfère qu'on commémore. Je préfère qu'on fasse acte de mémoire. Et nous verrons qu'entre ce qu'ont fait nos ancêtres et ce que nous sommes en train de nous faire les uns aux autres aujourd'hui, mon Dieu, ce sont des années-lumière. Eux ont collaboré, eux se sont élevés au-delà de leurs intérêts personnels, eux se sont élevés au-delà de leurs blessures personnelles. Nous, on fait le « ô toi que je m'y mette », d'où le titre de mon émission ce matin, Haïti politique, pourquoi toi et non pas moi? Le syndrome du bam fait yon koutou. C'est du créole, bien sûr. Pour nos amis qui ne comprennent pas cette délicieuse langue, je vais faire une mise en contexte sociale de cette formule du bam fon koutou, qu'on retrouve dans toutes les sphères de la vie haïtienne. Ce qui donne les résultats pathétiques du milieu politique. C'est le bam fait yon koutou. De l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines jusqu'à cette stupide idée d'une présidence tournante.
Retenez bien la formule. Bam fait yon koutou. Ôte-toi que je m'y mette. Le ôte-toi que je m'y mette ne traduit pas assez ce que l'haïtien charrie quand il crie bam fait yon koutou. Alors, commençons par commémorer le drapeau, par faire mémoire de ce qui s'est passé en ce 18 mai 1803. Et ensuite, voyons pourquoi nous sommes si loin de cette noblesse ancestrale. Pourquoi nous sommes si loin de ces idéaux ancestraux. J'hypothèse que c'est à cause de nos vieux réflexes du bam fait yon koutou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère surtout que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse, à la méditation. Aujourd'hui, nous allons surtout méditer, c'est-à-dire réfléchir sur les raisons pour lesquelles nous sommes justement les derniers des hommes, le dernier des peuples. En sorte que non. S'il nous reste un peu de dignité, s'il nous reste un peu de conscience, nous n'avons pas le droit de célébrer le drapeau. Pas parce que le drapeau en soi ne représente quelque chose de grand. Oui, 1000 fois oui. Mais parce que nous en sommes indignes. Regardons pourquoi nous sommes arrivés là. Décortiquons nos laideurs. Posons un diagnostic cru et vif sur nos petitesses. Et jurons de changer. Vous connaissez le rituel, je vous souhaite à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, de chocolat chaud. Je vous souhaite donc de vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Comment ne pas citer ce chantre qui est quant à moi dans une classe à part, de la réalité haïtienne, cet artiste immortel qu'est Ancy Desroses, et qui a consacré une chanson au drapeau haïtien qu'il appelle Main dans la main, mais en créole. Il a dit, à chaque année nous fêtons 18 mai, nous organisons des parades, mais ce n'est que parade. Le drapeau est triste même s'il flotte. C'est Dessalines qui exprime sa tristesse, qui exprime ses blessures. Nous nous détestons les uns les autres. Nous ne nous élevons pas à la dimension des idéaux de nos ancêtres, non. Il ne faut pas célébrer, il faut plutôt commémorer. Mais qu'est-ce qu'on commémore? C'est mon privilège en tant qu'historien de vous rappeler le contexte. Contexte terrible pour
pour nos ancêtres. Napoléon Bonaparte, au pinacle de sa gloire, puisqu'il vient de signer la paix, la fameuse paix d'Amiens avec les Anglais, lance vers Saint-Domingue, la plus riche de toutes les colonies d'alors, qui produit le meilleur café, le meilleur sucre, mais à la sueur de nos ancêtres, Napoléon Bonaparte dépêche vers Saint-Domingue, donc, la plus grande flotte, la plus coûteuse expédition. Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont d'abord économiques pour lui. C'est la plus riche de toutes les colonies, pas seulement de toutes les colonies françaises, mais de toutes les colonies réunies. C'est la plus riche de toutes les colonies anglaises, c'est la plus riche de toutes les colonies espagnoles, la plus riche de toutes les colonies hollandaises, mettez-en. Sauf que depuis 1791, nos ancêtres se sont mis debout pour dire « plus jamais ne retournerons-nous sur les plantations à titre d'esclaves ». Les productions ont ralenti. Et donc pour Napoléon, pour la France, pour l'avenir économique de la France, Napoléon ne pouvait se permettre, du moins pensait-il cela, que les choses restent telles qu'elles sont là. Napoléon rêvait de ramener les choses au statu quo ante. Il fallait ramener la colonie à l'ordre d'avant 1791. Pour lui, le soulèvement des esclaves, la proclamation de la liberté générale des esclaves, c'est tout simplement c'est un non-sens. C'est un brigandage, c'était son mot. Il fallait ramener l'ordre à Saint-Domingue. Alors, il a dépêché à Saint-Domingue la plus grande expédition de tous les temps. La plus coûteuse aussi. Et dans cette expédition, on retrouve donc les officiers les plus aguerris, les plus expérimentés. Et on retrouvait aussi des Noirs, dont un certain Alexandre Pétion, dont on va parler justement dans le contexte de la commémoration, c'est-à-dire dans le contexte de faire acte de mémoire de ce qui s'est produit en mai 1803. Les enjeux n'étaient pas seulement économiques, les enjeux étaient aussi géopolitiques, car Saint-Domingue est entouré de colonies anglaises, de colonies espagnoles, de colonies hollandaises. Saint-Domingue est à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique qui rêvent justement de faire main basse sur cette riche colonie. Donc, pour des raisons politiques, pour des raisons géopolitiques, Bonaparte devait s'assurer de reprendre le contrôle de cette colonie. Des raisons idéologiques aussi, je devrais dire des raisons racistes ou des raisons raciales. Car depuis 1791, progressivement, un certain Toussaint Louverture va s'imposer comme étant celui par qui tout se fait et sans qui rien ne se fait. C'est la formule qu'on utilisait pour parler de lui. On disait, ce noir, c'est celui par qui tout se fait à Saint-Domingue et sans qui rien ne se fait. Et donc, pour des raisons idéologiques, Napoléon Bonaparte, qui est un raciste, il le dit d'ailleurs. Il dit, moi je suis contre la libération des esclaves. Pour quelle raison? Parce que je suis blanc. Et je dois prendre position pour les blancs. Le fait par moi d'être blanc me suffit pour défendre toute l'idéologie blanche. Et donc pour des raisons
idéologiques, pour des raisons raciales, pour des raisons racistes. N'ayons pas peur des mots. Bonaparte se disait, on ne peut pas laisser Toussaint Louverture s'autoproclamer gouverneur général à vie, se donner une constitution qui n'est pas loin de l'idée d'une indépendance. Il ne s'agit pas d'une charte, là. Il s'agit d'une constitution. Avec toute l'idée d'autonomie très louverturienne. Pour Toussaint Louverture, le lien entre Saint-Domingue et la France devrait être limité à deux champs, un champ commercial et un champ culturel. Mais Saint-Domingue devait se diriger par lui-même. D'ailleurs, Toussaint Louverture nommait son successeur, c'est ce que la Constitution qu'il a fait écrire lui conférait comme droit. Et donc, pour des raisons idéologiques, pour des raisons raciales, pour des raisons racistes, Napoléon se dit, je ne peux pas laisser Saint-Domingue suivre son propre rythme. Car quel message cela enverrait-il, aux autres colonies? Quel message enverrait-on aux colonies dans lesquelles pataugent des millions d'esclaves un peu partout? Si on permet à un nègre de diriger en tant que gouverneur une colonie, dans les autres colonies aussi, pensez à la Guadeloupe, pensez à la Martinique, pour ne citer que ces exemples-là, eh bien, les nègres vont se soulever eux aussi et vont vouloir diriger leur propre État. Non. Il faut que je mette un terme à cela. Raisons économiques, raisons politiques, raisons géopolitiques, raisons raciales ou racistes. Napoléon a dépêché la plus forte expédition, la plus coûteuse expédition à Saint-Domingue. Et si vous voulez comprendre un compendium de ce qui va se passer dans ce moment-là, regardez donc la bataille de la Crête à Pierrot. À la Crête à Pierrot, on a retrouvé dans le fort les nouveaux libres, les Dessalines et ses compagnons, et contre eux, et en face d'eux, les Français qui sont venus pour rétablir l'esclavage, et avec eux, certains anciens libres, dont Pétion, Rigaud et Jean-Pierre Boyer, entre autres. Et ce qu'il faut retenir, pour bien comprendre le sens de cette commémoration à laquelle je vous invite, c'est qu'à la Crête à Pierrot, Jean-Jacques Dessalines a croisé le fer, littéralement, avec un Alexandre Pétion. C'était dans un moment où, pour Alexandre Pétion, l'expédition Leclerc consistait à rétablir l'ordre à Saint-Domingue. L'expédition Leclerc consistait à remettre les Noirs à leur place et accorder plus de droits aux mulâtres. Un Alexandre Pétion pouvait aller jusqu'à espérer une égalité des droits entre lui, le mulâtre, et les Français. Mais très rapidement, il va comprendre que l'intention secrète de Napoléon Bonaparte, ce n'est pas de rétablir l'ordre, n'est-ce pas, à Saint-Domingue? Oui, il voulait rétablir l'ordre, mais comment? En assassinant tous les Noirs et mulâtres. Pour lui, c'est la même catégorie qui avait plus de 9 ans. Dès que Alexandre Pétion a compris que le véritable ennemi, ce n'était pas Dessalines et ses compagnons, que le véritable ennemi, c'était justement Leclerc, dont le beau-frère cherchait à rétablir l'esclavage et à assassiner tous les Noirs et les mulâtres, ayant plus de 9 ans, il va s'élever au-delà de ses intérêts particuliers, il va s'élever au-delà de ses intérêts de classe,
Il va s'élever au-delà de ses blessures personnelles, car il en avait des blessures personnelles. Il en avait des griefs contre un Jean-Jacques Dessalines. N'oublions pas, dans la fameuse guerre du Sud, Dessalines, c'était le bras sanguinaire de Toussaint Louverture. C'était le bras qui a versé tant de larmes dans le Sud. Donc les mulâtres en avaient gros contre un Jean-Jacques Dessalines. Si on commémore le drapeau, on fait acte de mémoire de l'esprit de sacrifice de ces deux camps-là, qui avaient chacun pour sa part des choses à reprocher à l'autre. Les nouveaux libres, donc les Noirs, en avaient des choses à reprocher aux mulâtres, qui montraient la même morgue, le même mépris, qui charriaient les mêmes complexes de supériorité vis-à-vis des foncés, pourtant leur mère, pourtant leur frère. Ils auraient pu leur garder rancune. Et pourtant, en ce 18 mai 1803, Jean-Jacques Dessalines, en tant que représentant des nouveaux libres, Alexandre Pétion, en tant que représentant des anciens libres, ont fait un pacte pour créer quelque chose de plus grand qu'eux. Bien sûr qu'à compter de 1806, on va avoir énormément de choses à reprocher à Alexandre Pétion, mais restons-en dans le contexte du 18 mai 1803. Si on commémore le 18 mai, c'est parce que, à cette date, à l'Arcaillet, le camp des nouveaux libres, représenté par Jean-Jacques Dessalines, et le camp des anciens libres, représenté par Alexandre Pétion, se sont élevés au-delà de leurs intérêts de chapelle, se sont élevés au-delà de leurs blessures personnelles, se sont élevés au-delà de leurs griefs pour concevoir quelque chose de plus grand qu'eux. Ils ont fédéré leurs forces à partir de ce jour pour chasser l'oppresseur commun, pour chasser l'ennemi commun, l'esclavagiste représenté par le français d'alors. Vous voyez? En commémorant le drapeau, on commémore ce grand geste-là. On va mettre de côté nos amertumes personnelles, on va mettre de côté nos blessures personnelles, on va mettre de côté nos intérêts de chapelle, nos intérêts de classe, nos intérêts de groupe, pour concevoir quelque chose de plus grand que nous. Vous savez que jusqu'à un quart des esclaves appartenaient aux mulâtres, donc les Alexandre Pétion. Alexandre Pétion aurait pu dire, écoutez, moi, en optant pour l'abolition de l'esclavage, d'une certaine manière, je nuis à mes propres intérêts, je nuis à mes propres intérêts de classe. Il a oublié ses intérêts de classe. Il s'est élevé au-delà de ses intérêts de classe. De même que Jean-Jacques Dessalines aurait pu dire, mais ces gens-là nous ont réduits en esclavage comme leur père, les Français. Il a choisi de pardonner à la classe d'Alexandre Pétion. Ils se sont mis ensemble, nouveaux libres et anciens libres, pour créer quelque chose de plus grand qu'eux. Aïe, 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 que nous sommes loin de cela. Mais que nous sommes loin de cela. On commémore la lucidité de nos ancêtres aussi, leur capacité à identifier leurs vrais ennemis. Alexandre Pétion a eu la lucidité de se dire, mais mon ennemi véritable, ce n'est pas Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines combat ou se bat pour
une idée universelle, la liberté, l'égalité des humains. Dessalines s'est dit, mais mon véritable ennemi, ce ne sont pas les mulâtres. Mon véritable ennemi, c'est l'esclavagiste. Mes véritables ennemis, ce sont les esclavagistes qui nous dressent les uns contre les autres afin d'enrichir la métropole, leur pays. Identifions notre vrai ennemi, Napoléon Bonaparte. Identifions nos vrais adversaires. Les soldats français qui viennent pour rétablir l'esclavage. Alors, puisque ce sont eux nos vrais ennemis, mettons-nous ensemble pour vaincre l'armée française. Nous n'avons plus cette lucidité-là. On voit ces bandits vivre ensemble, proclamer qu'ils veulent que tous les Haïtiens vivent ensemble. Fine. Mais que font-ils pour y arriver? Ils brûlent les maisons des malheureux. Que font-ils pour y arriver? Ils décapitalisent la classe moyenne. Ils kidnappent des gens réclamant des rançons faramineuses. Que font-ils pour y arriver? Ils mettent le feu dans des commissariats de police. Ils mettent le feu dans des écoles. Ils tirent à bout portant sur des écoliers. Bon Dieu. Vous voulez vivre ensemble et vous tirez sur la population. Non. Ils ont perdu la raison. Ils ont perdu le bon sens. Alors que nos ancêtres, eux, ils avaient la lucidité d'identifier leurs vrais ennemis et de dire, comme Toussaint Louverture avant eux, je peux ne pas comprendre précisément ce que mon frère comprend. Ou bien mon frère peut ne pas comprendre ce que je comprends. Il est peut-être un frère égaré pour utiliser la formule de Toussaint Louverture. Mais le mulâtre n'est pas mon ennemi. Le noir à la peau foncée n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est Napoléon Bonaparte qui nous envoie ses soldats pour rétablir l'esclavage. Mettons-nous ensemble pour les chasser. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez. Où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Nos dirigeants aujourd'hui préfèrent exécuter l'agenda des ennemis du peuple haïtien, l'agenda des Américains, l'agenda des Français, l'agenda des Canadiens. Il suffit qu'on leur permette de s'enrichir, eux. Que leur importe que la population s'appauvrisse de plus en plus, si on leur permet d'avoir un compte garni en France, si on leur permet de faire quelques nominations dans nos missions étrangères, cela leur suffit. Et nous nous sommes retrouvés, hélas, à nous entre-déchirer, à nous faire la guerre les uns aux autres, parce que nous avons perdu la lucidité ancestrale. Vous notez que l'idée de drapeau, comme on l'a vu dimanche dernier, était accessoire à cette rencontre du 18 mai 1803 à l'Arcaillet. Nos ancêtres se sont réunis pour se donner une stratégie commune. Ils se sont réunis pour se fixer une chaîne de commandement. Et quel n'est l'esprit d'abnégation d'un Alexandre Pétion quand il a dit, écoutez,
à Jean-Jacques Dessalines, c'est vous qui serez notre chef. C'est vous qui serez le commandant des armées indigènes. J'accepte, moi, de me soumettre à vous en tant que chef et je demanderai aux anciens libres, aux mulâtres, de faire autant. Parce que nous nous entendons pour créer quelque chose de plus grand que nous, la création d'un État nègre en Amérique. Ce Pétion à qui on fera beaucoup de reproches avec raison à compter de 1806, mérite quand même quelques crédits dans la réunification, ou plutôt dans l'unification des Noirs et des mulâtres. Dessalines, comme on le sait, était banni dans le Sud, il était honni, il était haï dans le Sud. Mais qui va justement le présenter aux mulâtres du Sud et qui va demander aux sudistes d'oublier le passé, de faire alliance avec Dessalines pour combattre les Français et jeter les bases d'une nouvelle nation, d'une nation nègre en Amérique, c'est précisément ce Toussaint Louverture. Et donc, ce qu'on commémore, c'est l'esprit d'abnégation de nos ancêtres. Ah, nous savons à quel point nous sommes, nous les Haïtiens, des jusqu'au-boutistes. Nous savons à quel point nous avons de la difficulté à pardonner. Nous savons à quel point nous avons de la difficulté à oublier les blessures qu'on nous a infligées, à oublier les offenses, justement, qu'on nous a fait subir. Ce qu'a fait un Alexandre Pétion en tant que représentant de la classe des anciens libres à cette rencontre stratégique de l'Arcaillet est digne de mention. Vous serez notre chef dans la lutte devant conduire à l'indépendance. Vous serez notre chef et je m'engage non seulement à me soumettre moi à votre autorité, mais je m'engage à faire campagne auprès des miens pour leur demander de se soumettre à vous. Établir une chaîne de commandement, bon Dieu. Le dire ainsi, vous pensez que c'est quelque chose de facile. Si vous pensez que c'est facile, si vous pensez que c'est un réflexe chez nous, regardez ce brigandage, regardez cet imbroglio, regardez cette confusion au sein du Conseil présidentiel. Confusion pour quelle raison? Parce que contrairement à ce qu'ils avaient écrit, de reconnaître un président coordonnateur au sein du Conseil présidentiel qui, lui, réunirait une majorité, dès qu'ils se sont aperçus qu'un seul a réuni la majorité absolue en question, rapidement, ils ont évoqué l'idée de majorité qualifiée. Et désormais, il ne s'agit plus d'avoir un seul président rapporteur ou coordonnateur pour les 2 ans, mais il s'agit désormais d'y aller avec une espèce de ronde carnavalesque, une espèce de procédure loufoque d'un président à chaque 4 mois. Parce que je ne peux accepter de me soumettre à l'autre en tant que président coordonnateur. Je ne peux accepter l'idée d'une chaîne de commandement qui me paraissait très belle aussi longtemps que j'avais espérance de me retrouver à cette place-là. Mais dès lors que je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui y serai, mais je revois les règles. Je veux faire un coup, moi aussi. Alors, nos ancêtres n'étaient pas comme ça. Et ce qu'on commémore justement ce 18 mai, c'est leur capacité de faire abnégation, c'est leur capacité de respecter une chaîne de commandement et de respecter le talent de l'autre. De dire pour ce qui s'en vient, cette bataille ou cette guerre devant conduire à la création d'un nouvel État, nous ne pouvons pas tous être chefs, nous ne pouvons pas tous être général en chef, nous allons nous soumettre à un seul, nous allons nous soumettre
au général Jean-Jacques Dessalines, c'est lui qui nous passera des ordres, c'est lui qui nous donnera des instructions et nous jurons de lui obéir. C'est ce que nous commémorons. Et je disais, cela se comprend, que même si l'idée du drapeau n'était qu'accessoire, car comme on l'a vu dimanche dernier, ce qui était au cœur de cette rencontre, c'était les stratégies à mettre en œuvre pour vaincre l'armée française, c'était l'unification des forces mulâtres et des forces noires pour combattre l'ennemi commun, mais l'idée du drapeau a quand même été discutée. Pourquoi leur fallait-il un drapeau? C'était pour envoyer un message clair aux Français d'une rupture d'avec l'ordre ancien. Nous ne sommes plus dans le temps de l'esclavage, nous ne sommes plus dans le temps des colonies, nous sommes vers la création de quelque chose de nouveau et pour le signifier, nous allons nous donner un nouveau drapeau. Donc, le drapeau, ce n'est pas encore l'indépendance. Le drapeau est annonciateur de quelque chose de plus grand que nous qui s'en vient, de quelque chose pour lequel nous sommes prêts à mourir. Quel est cet idéal? La liberté. Quel est cet idéal? Tous les hommes naissent et meurent égaux. Quel est cet idéal, n'est-ce pas? La reconnaissance des droits inaliénables de l'humain. Pour le français, l'humain, c'était l'homme blanc. Pour le français, l'humain, c'était l'homme européen. Pour le français, ce n'était même pas l'homme et la femme. Pour le français, eh bien, l'humain en question, celui qui avait des droits, c'était l'homme. Celui qui pisse debout, celui qui a un pénis. Alors que pour nos ancêtres, l'humain, c'était quiconque. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit mulâtre, qu'il soit jaune. Il est né libre et il faut qu'il meure libre. Et vous comprenez que l'État que nos ancêtres vont créer, l'État qu'ils ont conçu à partir de ce moment-là, ce n'était pas, quoi qu'on dise, un État raciste. On va retrouver dans le jeune État haïtien des Polonais, qui sont arrivés justement avec Leclerc, qui faisaient partie de ce qu'on appelle justement des bataillons étrangers de Napoléon Bonaparte. Et lorsqu'ils ont compris que ce contre quoi ils allaient se battre, c'était un idéal universel que seuls les Haïtiens proclamaient et vivaient véritablement, ils ont dit non. Nous allons cesser de nous battre contre eux, nous allons nous battre à côté d'eux pour la liberté universelle des hommes. Et après l'indépendance, Dessalines leur a conféré, si vous voulez, la citoyenneté haïtienne. Voilà ce que nous célébrons. L'idée d'une liberté universelle, l'idée d'une égalité entre les hommes, généralement quelconques, pas seulement ceux qui pissent debout, mais hommes et femmes, pas seulement les Européens, ceux qui ont la peau claire, mais tout humain généralement quelconque. Voilà ce que nous célébrons. Voilà, ce dont nous faisons mémoire en ce 18 mai. Nous faisons mémoire de l'esprit d'abnégation de nos ancêtres. Nous faisons mémoire de leur lucidité. Nous faisons mémoire de leur universalité. La manière dont ils percevaient les droits des humains. L'acte de l'indépendance d'Haïti n'est pas signé que par des Noirs. Il est signé par des mulâtres. Il n'est pas signé que par des mulâtres et par des noirs. Il est signé par des blancs, imaginez. Parce que nos ancêtres du moins, sont pétris de l'idée que tous les hommes sont nés égaux, indépendamment de leur couleur, indépendamment de leur origine, et qu'ils allaient se battre pour cet idéal.
Liberté ou la mort, disait-il. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Maintenant que nous avons vu ce que représente, ce que connote pour nous un 18 mai, la véritable question c'est qu'est-ce qui nous est arrivé depuis? Je vais y aller d'une hypothèse osée. Vous savez, en science, on a cette fâcheuse tendance, elle n'est pas toujours heureuse, nous devons le reconnaître, de résumer en une formule lapidaire une réalité plus grande que la formule. De même qu'en mathématiques, on va tout réduire en une formule. Pensez au E égale MC2 d'Einstein. Eh bien, nous, dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, nous sommes souvent tentés de réduire le réel infiniment plus grand que nos formules en une formule. Ce sont des tentatives qui réussissent plus ou moins, mais il faut quand même les faire, ces tentatives. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce 18 mai, depuis que nos ancêtres ont fait montre de tant d'abnégation, qu'ils ont fait montre de tant de verticalité, qu'ils ont fait montre de tant de grandeur, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais y aller d'une formule. C'est parce que nous avons remplacé leur formule collective en une autre formule. Quelle est cette autre formule? Bam fait yon koutou. Laisse-moi essayer moi aussi. Vous allez voir, hein? Ce vieux réflexe du bam fait yon koutou marque l'haïtien de part en part, de son enfance jusqu'à sa mort. Enfant, vous vous souvenez de cela? Vous êtes dans le quartier. Tous les enfants n'ont pas de bicyclette, tous les enfants n'ont pas de vélo, les parents n'ayant pas de moyens d'offrir ce luxe-là aux enfants. Donc, seule une poignée d'enfants auront une bicyclette. Ah, cette fameuse bicyclette. Bon. Moi, quand j'étais enfant, c'est ceux qui avaient de grands moyens qui offraient une bicyclette à leurs enfants. Et nous, on regardait cet enfant-là, on se disait heureux qui, comme lui, a une bicyclette. Et puisqu'on ne l'a pas, cette bicyclette, on va négocier quelque chose avec celui qui a la bicyclette. On va lui dire, mais bon, fais un coup, tout. La bicyclette, elle est à toi, mais puisque nous ne l'avons pas tous, cette bicyclette, tu dois renoncer à ta bicyclette à toi pour nous permettre à nous de faire un coup nous aussi. Et gare à lui, hein, s'il n'accepte pas. Ces pneus seront plus souvent qu'autrement dégonflés. Pas vrai? Et là, on va chacun faire un coup, on va chacun faire un tour. Parce qu'on ne peut pas se pardonner à soi-même de n'avoir pas cette bicyclette que seul l'autre a. Très bien, ça c'est l'enfance. Vous pensez que ce réflexe du bam fait un couteau meurt avec l'enfance? Voyons donc. Maintenant, nous sommes dans l'adolescence où on va essayer nos premières cigarettes. Pas vrai? En cachette, bien sûr. Parce que nous voyons les adultes fumer. Et ce n'était pas si compliqué de s'acheter un comme il faut, une cigarette mentholée. Vous vous souvenez de cela, pas vrai? Mais sauf que on ne peut pas tous l'acheter, cette cigarette. Eh bien, au cinéma, il va y avoir un d'entre nous qui a cette fameuse cigarette, et devinez ce qu'on va dire, nous aussi. Bam fait yon coutou, bam prend yon noaille, hein, vous vous souvenez de ça? Laissez-moi moi aussi faire une nuée. Et cette cigarette va passer de bouche en bouche. Je me revois dans cette salle de cinéma du Cap, Jet Ciné ou Eden Ciné ou Garden Ciné, pas vrai? Eh bien, où
Un seul a une cigarette, mais puisque chacun d'entre nous doit prouver qu'il n'est plus un enfant, qu'il se dirige désormais vers l'adolescence, en étant dans l'adolescence, eh bien, il dit à l'autre, « Bam prenons noy ». Vous vous souvenez de ça? « Bam font coutou ». Il faut que moi aussi, j'ai ma cigarette. À défaut de l'avoir pour moi-même, je dois l'essayer une fois. Ah. Vous pensez vraiment que cette attitude de vouloir goûter à la cigarette de l'autre meurt avec l'adolescence? Mais voyons donc, maintenant dans la vie adulte, c'est l'alcool, pas vrai? L'alcool. On n'a pas toujours les moyens de s'offrir une bonne bouteille de rhum Barbancourt. Seul un parmi nous va pouvoir s'offrir un verre de rhum Barbancourt. Parfois, il ne s'agit pas nécessairement du rhum Barbancourt, il s'agit d'un autre type de clairin ou de boisson alcoolisée. Vous savez ce que vont dire les autres? Ah, bon petit on coûte. La bouteille, elle est à vous, c'est vous qui l'avez payée, mais je ne peux pas me permettre de ne pas y goûter. Alors, très bien, vous savez ce qu'on va faire? De même que on a fait un coup, on a fait un tour dans la bicyclette, de même qu'on a, on a fait un coup de nuée ou un coup de nuage avec la cigarette, et bien là, il faut faire un coup aussi avec votre verre de rhum. Ah. L'affaire devient encore plus malsaine lorsque un d'entre nous sort avec une belle femme. La vérité, c'est que la femme ne peut sortir qu'avec un de nous. Du moins, c'est ce qu'on espère, pas vrai? Mais là, on ne peut pas se pardonner de n'être pas sortir avec cette belle femme-là, puisqu'on ne sort pas, nous, avec elle. La jalousie va nous envahir, la jalousie va nous enlaidir. Et à défaut de faire un coup tout avec cette belle jeune femme, mais on va maudire l'autre, on va médire de lui, on va le détruire, on va le discréditer aux yeux de cette jeune fille-là. Dans quel but? Dans l'espérance qu'un jour, nous aussi, on sortira avec elle. Et pourtant, il y a plein d'autres. Mais dès que lui sort avec cette jeune fille-là, nous les faisons couteau. Vous direz, mais c'est enfantin, c'est puéril, justement. C'est enfantin, c'est puéril. Mais vous notez que ce réflexe nous poursuit aussi dans la gestion de la chose publique. Est-ce que vous notez que ce réflexe, ce vieux réflexe de l'enfance du Bam Fonkou nous poursuit aussi dans le milieu politique où les choses devraient être plus sérieuses que cela? La dernière illustration du Bam Fonkou, c'est le Conseil présidentiel. Ce Conseil présidentiel de 7 membres plus 2 non-votants. Ce Conseil présidentiel qui a rédigé un si bel accord dont j'ai parlé à cette émission et que tous ceux qui sont de bonne volonté applaudissent. Ce Conseil présidentiel qui avait prévu, n'est-ce pas, l'élection d'un président coordonnateur qui réunirait la majorité absolue de 4 sur 7. Ça, c'était au moment où tous espéraient faire un coup, eux aussi. C'était au moment où tous espéraient, n'est-ce pas, être ce président coordonnateur. Mais dès lors qu'un seul d'entre eux a réuni cette majorité absolue, le vieux réflexe maladif, le vieux réflexe pathologique, le vieux réflexe enfantin refait surface, le réflexe du Bam Fonkoutou. On ne va plus parler de majorité absolue, on va parler de majorité qualifiée. On ne va plus parler d'une présidence unique de 2 ans, d'un président qui serait président coordonnateur. On va y aller pour une idée loufoque, pour une idée ridicule, pour une idée tellement mesquine du Bam Fonkoutou. Il va y avoir
4 présidents dans une espèce de ronde carnavalesque qu'on appelle présidence tournante. Mais c'est le même vieux réflexe du Bamfonkoutou. Imaginez, dans nos représentations diplomatiques où il est coutume d'avoir la photo du chef de l'État. Ici, l'entité qui réunit les prérogatives présidentielles, c'est le Conseil présidentiel, mais on ne peut pas afficher 9 photos sur les murs d'un consulat. On ne peut pas afficher 9 photos sur les murs d'une ambassade. Il faut bien y aller avec la photo du président coordonnateur. Mais là, pourquoi lui et pas moi? Alors, pour éviter la blessure, pour compenser la blessure très enfantine du lui et non pas moi, on va y aller avec un président rotatif, un président tournant à tous les 4 ou 6 mois. Mais quelle idée stupide! Quel message cela envoie-t-il à nos interlocuteurs étrangers? Nous sommes à ce point incapables de nous soumettre à une chaîne de commandement. Nous sommes à ce point incapables de respecter une loi que nous avons nous-mêmes écrite dès lors que nous ne sommes plus la personne qui est, n'est-ce pas, au timon des affaires. Nous voulons faire un coup aussi. C'est tellement honteux. On a ouvert les candidatures pour le poste de Premier ministre. Imaginez qu'au moment où je suis en studio en train de faire cette émission, il y a déjà plus de 100 candidats à la primature. Plus de 100 candidats. C'est le réflexe enfantin, le réflexe maladif, le réflexe pathologique du Bamfonkoutou. Si un tel a pu être Premier ministre, moi aussi je peux l'être. J'ai raté ma chance d'être au sein du Conseil présidentiel, mais là, je vais y aller pour le poste de Premier ministre. Il ne s'agit plus d'un esprit de service, il ne s'agit plus d'intégrité, il ne s'agit plus de vision pour le pays, il ne s'agit plus d'esprit de commandement, il ne s'agit plus de respecter la chaîne de commandement. On a remplacé tous ces idéaux-là par le Bamfonkoutou. 100 candidats pour un poste de primature. Est-ce que ces gens-là réalisent tous les défis qu'on doit relever? Le défi d'insécurité. Ces bandits qui tirent sur les élèves, ces bandits qui brûlent, n'est-ce pas, les commissariats de police, ces bandits qui brûlent des écoles, ces bandits qui violent, ces bandits qui kidnappent. Nous sommes à ce point devenus fous, n'est-ce pas, fous à l'idée du Bamfonkoutou. Que tout cet esprit de service, tout cet esprit de collectivité dont nos ancêtres ont fait montre et que nous venons de commémorer, tout cela prend le bord, tout cela fout le camp, parce que je veux faire du Bamfonkoutou. Je veux faire un coup dans la bicyclette l'autre là. Je veux faire un coup dans son alcool, je veux faire un coup dans sa cigarette, je veux faire un coup avec sa copine. Je veux faire un coup dans son job. Et puisque la politique est devenue une affaire de job aujourd'hui, il y a un poste de primature, un poste de Premier ministre qui s'ouvre. Il faut que moi aussi j'aille faire un coup. Et surveillez bien. Pour faire ce coup-là, il n'y a rien qu'ils ne soient prêts à faire. Ils vont tenter de coopter, ils vont tenter de corrompre. Ils vont donner des pots de vin, ils vont faire des promesses fallacieuses, ils vont mentir dans leur CV. Et j'ai eu le temps de regarder quelques CV, quelques noms. Mais putain de merde, on a perdu le sens de la honte. Il y en a au moins 2 ou 3 noms qui sont indexés dans des histoires de corruption. Ils n'ont pas honte de revenir. Il s'agit de faire un coup. Il s'agit d'essayer eux aussi. Et ils s'en foutent de toute idée d'éthique. Ils se foutent de toute idée de vision, l'idée de compétence, l'idée d'esprit de service. Tout ça fout le camp. Ce qui compte, c'est le Bamfonkoutou. On ne construit pas un pays avec ce réflexe du Bamfonkoutou. Nos ancêtres n'auraient pas pu
créé cette nation. Nos ancêtres n'auraient pas pu créer le drapeau s'ils étaient motivés par le Bamfonkoutou. Oh, toi que je m'y mette. Non. Ils étaient en mesure d'établir une chaîne de commandement et de respecter cette chaîne de commandement. Ils étaient en mesure de dire, on n'a pas tous le talent d'être chef, on n'a pas tous le talent d'être général, de même on n'a pas tous le talent d'être président rapporteur ou président coordonnateur, on n'a pas tous le talent d'être premier ministre. Je suis la politique de ce pays depuis, bon Dieu, systématiquement depuis une bonne trentaine d'années maintenant. Mais si vous regardez les amis, plus les années passent, plus les politiciens sont médiocres. Le remarquez-vous? Moi, quand j'étais encore jeune écolier, finissant mon secondaire en Haïti, je n'aurais jamais pu m'imaginer qu'un Jacques Gracia, enfin, même pas. Gracia Delva, pardon. C'est ici un lapsus assez éloquent. Je n'aurais jamais pu m'imaginer qu'un Gracia Delva ait pu être sénateur de la République. Non. Le Sénat, c'était une enceinte où des gens d'une certaine éducation, des gens d'une certaine culture discutaient de loi et discutaient de pays. Au moment où moi j'allais à l'école, je n'aurais pas pu imaginer qu'un Joseph Lambert ait pu devenir président du Sénat. Moi j'avais en tête l'idée d'un Louis Noisin comme président du Sénat haïtien. Louis Noisin n'était pas là pour discuter d'argent, pour discuter de résidence secondaire, pour parler de stratégie de manière à intimider ses adversaires. Louis Noisin, président du Sénat, quand un Leslie Maniga était président du pays, il était là pour discuter de pays. Et donc moi, en grandissant, c'est l'idée que je me faisais d'un président de Sénat. Mais bon Dieu, avec le temps, avoir un magouilleur comme Joseph Lambert ou un magouilleur comme, comment il s'appelle, Yuri la Tortue, mais bon Dieu, c'était pour moi un cauchemar. Mais vous notez que plus les années passent, plus médiocres ils sont. Les Duvalier ont volé, les Duvalier ont trempé dans des histoires de corruption, mais comparé à ceux qui leur ont succédé, mais les Duvalier sont des enfants de cœur. Est-ce que vous notez que plus les années passent, les choses s'empirent? Pourquoi? Parce que tout le monde veut faire un coup, tout le monde veut essayer. C'est le syndrome du Bamfonkoutou. Il ne s'agit pas de se poser la question, mais est-ce que j'ai la compétence? Et attention, quand je dis compétence, je ne parle pas de diplôme. Parce que s'il s'agissait de diplôme, eh bien Ariel Henry aurait été le meilleur Premier ministre. Or, ce fut justement l'un des pires salauds que notre histoire politique n'ait connu. Donc quand je dis compétence, il ne s'agit pas de diplôme, il ne s'agit pas d'éducation. Il s'agit de se demander le poste que je postule, le poste auquel j'aspire, est-ce que j'ai les talents pour le remplir, ce poste-là? Déjà, je veux bien laisser la chance aux coureurs, je veux bien laisser passer ces 100 jours là. Mais vous voyez déjà qu'au sein du Conseil présidentiel, il y a un blocage. Ce sont des gens qui ont l'expérience de la machine de l'État. Ce sont des gens qui ont fait des études. Mais par le fait qu'ils sont engoncés dans ce réflexe du Bamfonkoutou, depuis qu'ils sont installés, voilà presque un mois maintenant, ils ne sont même pas foutus de faire un discours à la nation, ce qu'on appelle improprement une adresse à la nation. Il y a des choses qui se passent là pourtant. Des avions militaires américains atterrissent sur notre tarmac. Il y a des choses qui se passent là. Il est bruit qu'ils ont signé une lettre d'appui au Kenya pour cette mission. Il y a des choses qui se passent là. Les bandits prennent des villes, mais ils ne donnent aucune consigne. Ils ne font aucun discours à la nation. Pourquoi, selon vous? À cause du phénomène du Bamfonkoutou qui doit parler? Est-ce que les 7 plus 2 vont se tenir ensemble pour laisser la parole à un seul? Pourquoi lui et non pas moi?
Et déjà, on va se retrouver dans un autre moment de turbulence de ces 100 candidats. Lorsque le comité de sélection, il faut se poser la question, aura-t-il le recul qu'il faut? Aura-t-il le temps qu'il faut pour faire des recommandations au conseil présidentiel? 3 candidats vont être retenus. Et lorsque le conseil présidentiel va jeter son dévolu sur un seul, sur quelle base va-t-il le faire? Les autres vont crier au loup. Pourquoi? Bam, fait un couteau. Si nous sommes la dernière des nations, si nous sommes le dernier des peuples, à un moment donné, nous devons nous arrêter pour nous regarder au miroir. Ce réflexe enfantin, ce réflexe pathologique, du « haut toi que je m'y mette », ce réflexe puéril du « bam, fait un couteau », qui était vrai pour la bicyclette, vrai pour la cigarette, vrai pour le verre de rhum, vrai pour la copine de l'autre, vrai pour la maison de l'autre. Ce réflexe-là ne peut pas être vrai dans le domaine politique, là. On parle de choses sérieuses, on ne construit pas un pays en se disant que puisque l'autre est député, moi aussi je peux essayer. Puisque l'autre est directeur général, moi aussi je peux essayer. Puisque l'autre a réuni une majorité absolue, on refait les règles. Désormais, c'est une majorité qualifiée avec une idée stupide de présidente tournante. Ressaisissez-vous, messieurs. On ne construit pas un pays avec ces mesquineries-là. On ne construit pas un pays avec ces laideurs-là. Puisse l'esprit d'abnégation qui a animé nos ancêtres en ce 18 mai 1803 nous animer nous aussi. Puisse l'esprit de grandeur dont nos ancêtres ont fait montre en ce 18 mai 1803 nous accompagner pendant ce moment de transition. Ma vie ne se réduit pas à un poste de député. Ma vie ne se réduit pas à un poste de Premier ministre. Je n'aurai pas un supplément d'être selon que j'aurais été président, coordonnateur ou Premier ministre. Ce pays devrait être dirigé par des hommes et des femmes intègres. Ce pays devrait être dirigé par des visionnaires, des Christophe, des Toussaint Louverture, des Jean-Jacques Dessalines. Ce pays devrait être dirigé par des gens qui n'ont pas de complexe d'infériorité devant le blanc, comme Jean-Jacques Dessalines. On ne peut pas tous être chefs. Il faut qu'il y ait une chaîne de commandement. Et quant à nous autres, nous devons être prêts à nous soumettre à celui qui est chef, comme nos ancêtres l'ont reconnu. Bonne commémoration. Et que ce vieux réflexe enfantin du bam fond coutou disparaisse à tout jamais de nos pratiques. Bonne semaine. On garde le moral car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti. Au revoir.